Je vais commencer par vous rapidement présenter les activités de recherche dans Microsoft. Donc, Microsoft, c'est un des plus grands laboratoires industriels en termes de recherche fondamentale appliquée. Donc, si on considère le panorama complet de la recherche, donc il y a de la recherche qui est fondamentale, donc qui sert à améliorer la compréhension de l'état de l'art. Il y a la recherche applicative qui sert à trouver des applications. Et évidemment, Microsoft Research a une mission qui est à l'intersection de la recherche fondamentale et de la recherche applicative. Donc, on essaie de faire de la recherche fondamentale qui a des applications utiles pour Microsoft. Donc, pour faire une rapide présentation, Microsoft Research, ça existe depuis bientôt 30 ans. Le laboratoire de Cambridge, c'est le premier laboratoire hors des États-Unis qui a été ouvert dans les années 90. Il y a essentiellement, c'est une organisation qui représente à peu près 2500 personnes. Et depuis sa création, elle a produit, probablement les chiffres qui sont donnés sont pas tout à fait à jour, mais pratiquement 25 000, 30 000 papiers dans des conférences académiques. Et on accueille aussi un nombre très important d'étudiants qui sont pour la grande majorité des étudiants en thèse. Et on a évidemment aussi plusieurs prix prestigieux, comme par exemple Tony Hoare, qui est un de nos collègues à Cambridge, qui a reçu le prix Turing. Donc, en termes de laboratoire, la présence de Microsoft Research est un peu partout dans le monde. Donc, il y a 4 laboratoires en Amérique du Nord, 1 en Europe et 3 en Asie. Et spécifiquement dans notre équipe, ce qu'on fait, c'est plusieurs sujets de recherche qui sont autour de la sécurité. Donc, un des aspects, c'est la partie distributed ledger et transparence, parce que ça a des applications pour auditabilité de code, par exemple. On fait aussi de la recherche sur la sécurité contre les attaques par side channels. Donc c'est très important dans la mesure où, évidemment, comme tout est chiffré, le risque qui reste et qui est un risque important, c'est l'exfiltration de données à travers des canaux, par exemple, comme le temps de calcul, comme les caches partagées dans les CPU, et la possibilité aussi d'injecter des erreurs, par exemple, en changeant le voltage d'un CPU pour que certaines protections soient désactivées. Donc, c'est évidemment un sujet important dans la mesure où, contrairement à la cryptographie qui est considérée comme parfaite d'un point de vue de la sécurité, il y a beaucoup de fuites qui sont possibles quand on regarde la sécurité basée sur les systèmes. Un autre domaine, c'est la recherche sur les containers, et je vais en parler aussi un petit peu dans cette présentation. Évidemment, une grande partie, c'est AI Safety, Security et Confidentiality, donc c'est sur quoi je travaille essentiellement. Donc, garantir la confidentialité et la sécurité des systèmes qui utilisent l'intelligence artificielle. Et on fait aussi pas mal de cryptographie. Donc, en tant que laboratoire, je voudrais dire que l'intelligence artificielle confidentielle, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis bientôt 10 ans. Donc, les premiers papiers sur le sujet sont des papiers qui ont été faits par mes collègues et par moi. Donc, les premiers systèmes, ça remonte à 2016-2018 à peu près. Il y a eu plusieurs itérations. Donc, on a travaillé en partenariat, par exemple, avec des fabricants de puces comme Graphcore pour essayer d'avoir le support de confidential computing. Et c'est véritablement à partir de 2020 qu'on a réussi à lancer un programme avec NVIDIA qui aboutit aujourd'hui à avoir des machines virtuelles qui ont des GPU confidentielles. Donc, dans ma présentation, je voudrais parler de certains problèmes qui sont considérés comme des problèmes difficiles et sur lesquels les équipes de recherche travaillent.
dans Microsoft. Donc, un problème qui est particulièrement difficile pour nos utilisateurs, c'est le problème de l'attestation. Donc, l'attestation, vous en avez beaucoup entendu parler dans cette matinée, et c'est très important parce que c'est le mécanisme fondamental qui permet de vérifier que les données sont traitées de manière confidentielle. Et c'est aussi un problème qui est très difficile parce que, comme vous avez pu entendre, le mécanisme euh, technique d'attestation, ça consiste à calculer le hash du code qui s'exécute dans un environnement sécurisé. Et le problème, c'est que c'est très difficile pour les utilisateurs d'interpréter ces hashes. Donc, dans le cas des GPU, je vais donner un exemple. C'est encore plus difficile dans la mesure où ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de faire en quelque sorte un environnement d'exécution sécurisé qui est étendu, c'est-à-dire qu'il couvre à la fois euh, un environnement qui est sur le côté CPU, un environnement qui s'exécute sur le GPU. Et les contraintes qu'on avait quand on a créé ce système avec NVIDIA, c'est qu'on voulait avoir compatibilité complète avec les applications existantes, c'est-à-dire avoir la possibilité de prendre n'importe quelle application existante et l'exécuter sans la modifier. Euh, et on cherche aussi à avoir de l'uniformité par plusieurs aspects. Donc, évidemment, on cherche à avoir la compatibilité entre les CPU Intel et les CPU AMD. On cherche aussi à avoir autant que possible des mécanismes qui sont universels entre les différents fabricants de puces pour l'intelligence artificielle. Donc, un des aspects qui est intéressant, c'est comment marchent les VM confidentielles sur Azure. Et c'est pas un mécanisme qui est particulièrement facile dans la mesure où euh, si on regarde à l'intérieur de la boîte confidentielle, il y a certains éléments qui sont mesurés par l'attestation de manière différente et ça rend la vérification de l'attestation particulièrement difficile. Donc, si on regarde par exemple les machines confidentielles Azure aujourd'hui, elles ont un composant qui fait partie de l'environnement sécurisé qui s'appelle le Hardware Compatibility Layer. Et c'est un composant important dans la mesure où ça fournit à la machine virtuelle utilisée par l'utilisateur le moyen de vérifier l'attestation à travers le TPM. Et donc ici, on voit qu'il y a une espèce d'indirection dans la mesure où le CPU lui-même fournit une capacité d'attestation et cette capacité d'attestation se fait à travers la root of trust, c'est-à-dire la puce physique sur le CPU qui va hacher le code et va signer le rapport d'attestation. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas directement utiliser ce mécanisme sur le CPU pour l'attestation de l'image utilisée par les utilisateurs. Une des raisons principales, c'est parce que hacher une image d'une machine virtuelle qui fait plusieurs centaines de gigas, ça prend plusieurs secondes. Donc c'est une opération qui est lente. Et il y a aussi le fait qu'il n'y a qu'une seule racine sur le CPU. Donc si on essaie de lancer plusieurs VM en même temps, c'est pas possible de calculer des attestations en parallèle. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles l'attestation des machines virtuelles confidentielles se fait de manière indirecte, c'est-à-dire en plusieurs étages. Donc il y a un premier étage qui est le boot de, euh, de la partie paravisor et de la partie firmware. Et donc, c'est cette partie-là qui est capturée par par le CPU pour le mécanisme d'attestation. Et il y a un second étage qui est l'attestation via le TPM des composants du système. Et ça peut se faire de deux manières. Donc, pour la partie kernel, ça utilise les mécanismes Secure Boots existants. Et pour la partie applicative, les choses sont plus compliquées dans la mesure où donc une manière de faire la vérification de l'attestation, c'est de vérifier l'image du disque au moment où le disque est chargé. Donc ça nécessite d'avoir un chiffrement de disque comme la présentation de Cosmian a mis en valeur. Donc c'est le chiffrement du disque est en fait important dans la mesure où si on veut avoir
l'attestation de l'application qui s'exécute dans une VM confidentielle, c'est essentiellement nécessaire de vérifier l'intégrité du code de l'application à travers le chiffrement du disque. Donc l'autre aspect qui est encore plus compliqué, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ajoute un GPU à cette machine virtuelle. Donc c'est là que les choses évidemment se compliquent parce qu'il faut arriver à prouver que on parle à une machine sur laquelle on a chargé le bon pilote NVIDIA. Et ce bon pilote NVIDIA s'est connecté, c'est-à-dire qu'il a créé une session entre le GPU et le pilote de manière sécurisée. Et ça nécessite plusieurs niveaux d'attestation. Donc si on regarde dans cette image, il y a essentiellement il y a trois attestations qui sont liées. Donc, il y a l'attestation fournie par le CPU qui va mesurer la partie HCL et le firmware de la VM. Et cette attestation va couvrir en particulier la racine de la clé du TPM qui est utilisée pour le second étage, qui est l'attestation du guest. Donc ça contient, donc comme on voit sur l'image, il y a le VTPM code. Donc VTPM code, ça va capturer par exemple les measurements secure boot pour les composants qui sont kernel mode. Et ça va aussi inclure par exemple la DM integrity ou DM verity racine. Donc ça représente l'état du système de fichiers au moment où la machine a démarré. Et en plus de ça, il y a le fait qu'on a ajouté un GPU au système. Donc, le GPU lui-même a une puce de sécurité qui est capable de signer un rapport d'attestation. Donc, c'est ce qui est appelé le GPU report. Et ce GPU report va contenir les informations sur le firmware qui a été chargé. Et il faut donc lier cette attestation du GPU avec la VM sur laquelle le GPU s'exécute. Donc, c'est ce qui donne cette espèce d'image. Donc évidemment, tout ça, ça rend les choses compliquées pour les utilisateurs finaux parce que il faut vérifier une attestation du CPU, il faut vérifier un rapport du TPM et il faut vérifier en plus une attestation du GPU. Donc ce que je voulais montrer dans cette présentation, c'est comment est-ce qu'on peut faire une application qui permette à un utilisateur de vérifier, par exemple, que les données qu'il va envoyer sont réellement protégées, à la fois quand elles sont traitées sur la VM et quand elles sont traitées sur le GPU. Donc, c'est quelque chose que, évidemment, toutes les sociétés comme qui travaillent sur Confidential AI essaient de construire leur propre solution. Mais du point de vue de Microsoft, nous, ce qu'on doit faire, c'est s'assurer qu'on donne des mécanismes qui permettent ensuite aux constructeurs de solutions d'implémenter ensuite leur propre solution de chiffrement. Donc, dans cet exemple, je vais présenter une application qui est une des applications les plus populaires de l'AI générative. Donc, c'est une application qui permet de faire un espèce de chatbot avec lequel on peut faire Retrieval Augmentation. Donc, Retrieval Augmentation ou RAG, c'est quand on peut enrichir la connaissance d'un modèle avec des données qui sont stockées dans une base de données vectorielle. Donc c'est un moyen qui est très simple dans la mesure où ça permet d'enrichir un modèle sans avoir à faire du training ou du fine-tuning, ce qui est relativement coûteux en termes de calcul. Donc pour ça, il y a plein de composants open source qui existent. Donc évidemment, il y a les modèles comme Llama ou comme Mistral. Et il y a aussi les frameworks d'intelligence artificielle comme LangChain qui permettent très facilement d'écrire ce type d'application. Et donc, ce que nous, Microsoft, on fournit, c'est un composant, c'est deux choses en fait. Donc, il y a un composant côté serveur qui va permettre de servir de proxy pour chiffrer et déchiffrer les données qui sont envoyées par le client. Et pour cette démo, on a aussi fait une extension pour les navigateurs. Donc,
C'est une extension qui va permettre de vérifier l'attestation et qui va permettre de chiffrer les données qui sont envoyées de manière à ce que l'application qui est écrite essentiellement non modifiée. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un attestation proxy, c'est que l'idée c'est que s'il y a un service d'intelligence existant, il suffit juste de rajouter ce proxy devant le service et avoir une version du client qui va chiffrer côté client, de manière à ce que le client puisse vérifier que les données sont envoyées entièrement chiffrées. Donc ça, c'est la partie théorique. Maintenant, je vais faire une démonstration concrète. Donc ici, j'ai une machine virtuelle qui est une machine virtuelle qui fait partie de la preview Confidential GPU VM. Donc si on regarde, c'est une machine qui a 40 corps et je ne sais pas combien de mémoire, mais 314 gigas de RAM. Donc c'est relativement important comme machine. Et surtout, le plus important, c'est que il y a sur cette machine un GPU qui est en mode confidentiel. Donc les outils NVIDIA permettent de vérifier que le GPU est en mode confidentiel, donc particulièrement avec la commande Confidential Compute de l'outil NVIDIA SMI. Donc si on demande par exemple l'état de Confidential Computing, il va dire que l'état est prêt. Donc ici, j'ai l'application qui s'exécute. Donc c'est un serveur au Llama qui sert le modèle Llama 2. Et j'ai lancé le proxy. Donc le proxy, c'est le composant qui va faire le chiffrement et fournir l'attestation pour les clients. Donc maintenant, si je lance le client, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc dans les extensions, euh, on a cette nouvelle extension qui s'appelle Confidential GPU VM Attestation Helper. Et donc l'idée, c'est que cette extension va permettre à la fois de vérifier l'attestation des sites qui supportent l'attestation et ensuite de faire le chiffrement de manière transparente des données qui sont envoyées vers ce site. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc ici j'avais déjà configuré une politique de sécurité et sur le site sur lequel on s'est connecté, l'icône affiche que l'attestation s'est vérifiée de manière correcte. Et donc, cette attestation est basée sur une politique qui doit être configurée au niveau du client. Et c'est là que, évidemment, la partie utilisabilité peut être un peu délicate. Donc, il faut décrire avec une politique qu'est-ce qui est considéré comme une VM qui est dans un bon état et qu'est-ce qui est considéré comme un GPU qui est dans un bon état. Donc, par exemple, ici, j'ai une politique qui va demander à ce que le driver soit sur une version 535 104. Bon, je pense que c'est plutôt, il doit y avoir plus récent, 550 54. Il y a une version aussi du BIOS. Donc, c'est là que d'un point de vue utilisateur, il faut qu'il y ait une personne ou une entité à qui on fasse confiance, qui permette de dire quelle est la politique d'attestation que je dois utiliser pour ce service, pour être sûr qu'il protège mes données. Donc ça, c'est un sujet relativement important. Mais une fois que cette politique d'attestation est écrite et configurée, donc en l'occurrence, on l'a configurée dans une extension, mais ça peut être aussi fait, par exemple, dans un proxy qui est opéré au niveau corporate pour faire ces vérifications de manière automatique. Donc, par exemple, si vous avez une société qui veut utiliser ChatGPT pour ses employés, elle peut avoir un proxy corporate qui va intercepter les connexions vers les services OpenAI et vérifier pour l'utilisateur l'attestation dans ce proxy. Donc, c'est un exemple, par exemple, de déploiement dans un cadre corporate qui permet d'avoir ces garanties de sécurité. Donc, une fois que cette application est installée, donc c'est une application qui est un chatbot. Hein, donc,
On peut lui demander des questions comme on pose des questions à n'importe quel modèle. Et l'autre fonctionnalité, c'est que si on lui pose des questions sur des sujets qu'il ne connaît pas, donc par exemple, transparency, c'est le sujet qui est l'auditabilité du code. Euh, c'est possible de lui envoyer des documents qui lui donnent plus d'informations sur un sujet. Donc ici, par exemple, je vais envoyer le code le contenu d'un article qu'on a écrit sur le sujet. Et une fois qu'on a enrichi la base de données côté serveur, donc si je montre le serveur, on voit que il y a eu 25 fragments qui ont été chargés depuis cet article et qui ont été chargés dans la base de données vectorielle. Donc si on repose ensuite la même question, il va être capable de fournir une réponse qui est plus précise. Donc, comme on a dit, par exemple, on peut dire dans l'instruction du modèle qu'il ne doit fournir des réponses que basées sur les informations dans la base de données. Et il peut aussi dire cette réponse est basée sur telle page, telle page, telle page de tel document, et ce qui permet d'avoir une référence. Donc, si on regarde les requêtes qui sont faites, ce qu'on va voir, c'est que toutes les données qui sont dans ces requêtes, que ce soit du côté payload des requêtes ou que ce soit dans les réponses, tout est évidemment chiffré. Donc, il y a rien de visible. Euh, donc ça, c'est un exemple qui montre, je pense, plutôt pas mal qu'est-ce qu'on espère des utilisateurs des solutions de Confidential AI. Donc, ça permet, je pense, comme Cosmian a aussi bien expliqué, ça permet de pouvoir utiliser les outils de traitement de texte et d'intelligence artificielle générative avec les documents confidentiels d'une société sans avoir à les exposer. Donc c'est évidemment un scénario qui est très important. Euh, donc je regarde où j'en suis au niveau du temps. Euh, donc je voudrais aussi parler d'un autre sujet qui est aussi un sujet assez important. C'est un sujet de recherche sur l'utilisation des containers pour faire confidential AI. Donc, je vais expliquer pourquoi c'est important. Euh, donc, pour comprendre, il faut bien voir que, de notre point de vue, évidemment, on considère l'ensemble des personnes qui ont besoin de garanties de confidentialité. Donc, si on prend par exemple un exemple d'une société qui fabrique un service d'aide au diagnostic médical. Il y a plusieurs acteurs qui sont participants dans ce scénario. Donc, le premier acteur, c'est ce qu'on appelle le tenant, c'est-à-dire la personne qui est cliente d'Azure. Et donc, dans ce cas particulier, disons que c'est une société qui fait software as a service pour un service de diagnostic. Ensuite, on a le consommateur de ce service. Donc, par exemple, ça peut être un hôpital qui veut utiliser ce service de diagnostic. Et au final, en bout de chaîne, il y a l'utilisateur final, c'est-à-dire la personne qui possède les données qui doivent être traitées. Donc, par exemple, dans ce cas particulier, ce serait le patient. Et il peut même y avoir d'autres entités tierces. Donc, il peut y avoir, par exemple, un régulateur, comme la CNIL, par exemple. Et ce qui est important, c'est que il y a pratiquement aucune confiance entre ces participants. Donc, par exemple, on suppose que le tenant ne fait pas confiance à Azure, donc il va vous demander à vérifier l'attestation de tout ce qui est fait. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que le service consumer, c'est-à-dire par exemple la société euh, qui est le cliente de notre client, ne va pas faire confiance au client Azure. Donc, si on pense par exemple aux solutions comme Cosmian, un bon exemple, c'est les sociétés comme Cosmian. Donc, quand on est un client de Cosmian, évidemment, on ne fait pas confiance à Microsoft, mais on ne fait aussi pas confiance
à Cosmian, euh, dans la mesure où on veut pouvoir vérifier que tout le code source de Cosmian et tous les services comme le KMS, etc., euh, sont bien configurés, etc., et on peut leur faire confiance. Et il y a enfin, de manière encore plus compliquée, comment est-ce qu'on explique les garanties de confidentialité à l'utilisateur final. Donc, dans cette histoire, la remarque qu'on peut faire, c'est que les confidential VM, c'est pas tout à fait pratique. Dans la mesure où, si on fait confiance aux tenants, confidential VM, c'est très bien. Mais si on ne fait pas confiance aux tenants, ça devient un peu moins pratique. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de Cosmian VM, donc Cosmian est obligé de fabriquer une image pour leur VM, qui est une image, par exemple, où ils doivent montrer que les administrateurs ou les personnes DevOps de Cosmian ne peuvent pas se connecter dans une VM Cosmian qui serait utilisée par un de leurs clients. Et donc tout ça, ça nécessite de gérer ces images de VM. Et évidemment, c'est pas très pratique dans la mesure où s'il faut faire n'importe quelle mise à jour, donc que ce soit une mise à jour au niveau operating system, comme mise à jour Ubuntu par exemple, ou que ce soit un changement au niveau de l'application ou de la configuration, on est obligé essentiellement de reconstruire une nouvelle image. Et auditer une image, c'est pas extrêmement pratique. Donc, la solution à ce problème, c'est que on veut fournir un mécanisme sur lequel, au lieu de déployer une image d'une VM, le tenant peut déployer un container. Et déjà, ça résout la moitié du problème, en quelque sorte, dans la mesure où tout ce qui est operating system, kernel mode, etc., ça devient le problème du cloud service provider. Et le tenant n'a plus qu'à se soucier de comment déployer son code applicatif et sa business logique. Et l'autre avantage, c'est que d'un point de vue auditabilité, c'est beaucoup plus facile de construire une application transparente, open source, etc., à partir de containers publics, comme par exemple les containers NVIDIA qui sont publiés pour l'intelligence artificielle ou pour l'inférence. Donc ça simplifie le mécanisme pour auditer et faire confiance au code de ces applications. Donc c'est un mécanisme qui existe déjà dans Azure sans les GPU. Donc vous avez peut-être entendu parler de Confidential Container Instance, Confidential ACI. Il y a aussi beaucoup de travail qui est fait autour de Kata Confidential Computing. Donc c'est aussi une version. Et dans tous les cas, la façon dont ça marche, c'est que les containers s'exécutent dans une image VM qui sert uniquement à exécuter les containers. C'est ce qu'on appelle une utility VM. Et l'idée, c'est que le cloud service provider comme Microsoft va construire l'utility VM avec toutes les garanties auxquelles on s'attend. Donc, de manière transparente, de manière reproductible, euh, et qui permettent de faire confiance. Et l'utilisateur n'a que à configurer sa politique qui va dire quels sont les containers qui peuvent s'exécuter dans cet environnement. Et donc, l'idée, c'est que la confiance, au lieu d'être basée sur une image de VM, qui est un objet qui est compliqué, gros, etc., on peut écrire une politique qui est basée, par exemple, sur euh, des images ou des signatures de containers. Donc, c'est beaucoup plus simple d'un point de vue des utilisateurs. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on voudrait aussi faire avec les GPU. Donc ça élimine aussi le problème de devoir gérer les mises à jour du pilote NVIDIA. Donc l'idée, c'est qu'on demande à avoir un container qui a accès à, par exemple, CUDA 12.2 et
On a juste à amener son application sans avoir à se soucier de la compatibilité euh, du pilote et l'attestation, etc. Donc tout peut être traité de manière uniforme au niveau de UtilityVM. Donc ça, c'est une des directions assez importantes. Donc ici, par exemple, un exemple de à quoi ressemble une politique d'exécution de containers. Donc ça va décrire, par exemple, les variables d'environnement, quelle est la commande qui s'exécute, donc le point d'entrée et ses arguments dans le container, quels sont les file systems dont on dépend, les règles réseau, etc. Donc c'est un bon moyen de contrôler et de prouver que un mécanisme et qu'un environnement est un bon environnement pour l'exécution de containers. Euh, donc, je pense que je suis à court de temps. J'ai juste deux slides en plus qui sont sur un autre sujet qui est l'aspect scalability. Donc, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui se posent la question quand est-ce qu'on pourra faire de Confidential AI avec plusieurs GPU et avec plusieurs VM? Donc, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on travaille très activement. Il y a déjà des prototypes qui fonctionnent dans nos laboratoires. Donc, on est déjà capable de faire Confidential Computing avec 8 GPU sur une seule machine, sur des machines avec SGX, donc des plateformes avec 8 GPU, 4 switch et des CPU Intel. Euh, et on est aussi en train d'expérimenter avec la partie multinote. Donc, comment créer, par exemple, un MPI ring, c'est-à-dire un groupe de machines qui sont toutes attestées pour participer à un calcul distribué entre plusieurs machines virtuelles. Et donc, tout ça, c'est euh, probablement des choses qui vont arriver d'ici quelques années comme produit public Azure. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui existe déjà au stade de recherche.